Donc pour vous aujourd'hui... Donc la première agression, le 9 décembre 2023, j'ai dit ceci, dans un grand discours à Yamoussoukro pour lancer ma campagne, pour être président du PDC, que nous étions un parti qui avait l'ambition de diriger le pays, qu'on devait être un parti national, et j'ai dit ceci, j'ai dit qu'il fallait que le PDC revienne au Nord. Je n'ai pas dit qu'on reconquiert le Nord, qu'on domine le Nord, j'ai juste qu'on revienne au Nord. Et c'est là que M. Bakongo, le dimanche, m'a injurié en disant que je ne portais pas les mêmes boubous que les autres, m'a injurié en djoula, que je m'étais enfui au premier tir de Kalachnikov. Donc, ces agressions idiotes ont commencé dès fin 2023. Ensuite, on m'a empêché de tenir le congrès. Il a fallu qu'on ruse, qu'on déplace le congrès à Yamoussoukro parce qu'ils avaient commis l'erreur d'interdire la tenue du congrès à Abidjan. D'accord? Donc on a décidé de tenir le samedi à Abidjan. Et le jeudi, les deux mêmes ont reporté plainte. Le jeudi à 17h, ils étaient prêts. La même juge d'ailleurs, qui a statué le 22 avril 2025, c'est la même juge, qui a fait l'opération du 15 décembre 2023 interdisant mon congrès, qui ensuite le jeudi devait statuer sur la nouvelle plainte, parce que maintenant il voulait qu'il soit interdit pour toujours, sur toute l'étendue du territoire, d'élire un nouveau président. Où est-ce qu'on a vu un parti comme le PDCI? Et c'est la décision de justice qui était prête. J'ai dû ruser. On a trouvé le matin un des deux qui était caché à Grand là-haut. On l'a ramené à Abidjan et on les a convaincus tous les deux. Ils ont retiré leur plainte à 16h45. Voilà comment l'affaire a pu se faire et j'ai pu être élu le samedi avec 96,47% des voix. Alors, qu'est-ce qui peut susciter autant d'animosité? Est-ce que ça veut dire très clairement que même si ce n'est pas encore annoncé, il est clair que le président Alassane Dramane Ouattara sera candidat? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et il aurait peur de vous croiser? Moi, j'aurais géré ça différemment. Vu la conversation qu'on a eue, si, dans la vie, on peut changer d'avis. Le président Houphouët-Boigny disait toujours, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Il m'a dit ça en août 2022. Si après les circonstances ont évolué, et même mon aîné, il estime qu'il n'a pas à s'expliquer devant moi, mais il m'envoie quelqu'un pour dire, bon voilà, jeune frère, on avait eu cette conversation, je t'ai dit que je n'allais pas me présenter, mais les circonstances ont changé. Je te demande en tant que patriote, en tant qu'Ivoirien, est-ce que cette démarche a eu lieu? Alors, tant que cette démarche n'a pas eu lieu, vous ne vous êtes plus jamais revu, alors on doit se taire et cesser de m'accuser et de me traiter de menteur. Parce que c'est pas moi le menteur. C'est pas moi le menteur. Autre discussion que l'on écoute, enfin, autre réflexion que l'on écoute pas mal. Tidiane Thiam, est-ce que vous êtes le candidat de Paris? Parce que Paris, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Votre proximité avec Emmanuel Macron fait que certains vous perçoivent comme le candidat de Paris. Toute personne qui me connaît sait que je ne mélange pas le personnel et le professionnel. Il y a suffisamment de gens dans mon entourage qui en ont pâti. Je ne mélange pas. Mais vous savez très bien que dans le climat actuel... Chacun est comme il est. Attendez, sur la France, vraiment, j'ai écrit un article. Qu'est-ce qu'être français? C'était BBA qui m'avait demandé de l'écrire. Où j'ai parlé de la discrimination dont j'ai été victime en France. Moi, je suis allé en Angleterre en 2002 parce que mon épouse, qui était américaine, m'a dit « Tu ne seras jamais rien ici. Ils sont tellement racistes, tu ne seras jamais rien. » Et je l'ai écrit. Enfin, mes camarades de promotion, Frédéric Oudéa a été patron de la Société Générale. Comment il s'appelle? L'autre qui a été patron de... Son nom m'échappe, je suis fatigué. De BNP Paribas, son nom me reviendra. Il est de ma promotion. Tous mes camarades de promotion, patrons de LVMH. Et moi, j'avais aucune proposition. Je suis allé en Angleterre. En 7 ans, je suis devenu... Oui, mais peut-être qu'on se repêche un peu en se disant, Tidiane Thiam, il va être un bon collaborateur. Ils m'ont donné des prix. Il y a eu la France, cet homme que la France regrette d'avoir laissé partir. J'ai eu tout ça. La France sait très bien que... Moi, mais aujourd'hui, vous nous garantissez que derrière vous, il n'y a pas une puissance européenne qui soit... Garantir. Tous les Ivoiriens savent. Toute ma vie, je me suis battu pour la Côte d'Ivoire. J'ai été nommé le 20 avril 1994. Premier Ivoirien, je le rappelle. À l'époque, la théorie de M. Ouattara et de son régime, c'est que je cessais d'être Ivoirien en 87. On y reviendra. 1987. 1994, j'ai été nommé patron de la DGTX. Après, Antoine Césaréo et Philippe Serret-Eiffel, qui s'est exprimé récemment. Bon, j'ai été nommé. Il y avait 150 expatriés à la DCGTX sur 4000 employés. Il y avait donc 3850 Ivoiriens. Les 150 expatriés faisaient pratiquement 50% de la masse salariale. J'ai dit, le temps des colonies est fini. Je suis arrivé, après la dévaluation, j'ai dit, on vous propose à tous des contrats locaux. On va vous payer aux mêmes conditions. Vous êtes tous là depuis 15 ans, 20 ans, vous aimez la Côte d'Ivoire. Bon, vous allez rester à des conditions ivoiriennes. Sur 150, il y en a 141 qui ont refusé. Je les ai licenciés. J'ai eu le chef de la mission de coopération dans mon opinion. Je lui ai dit, on peut savoir si vous êtes pour ou contre la France. Je lui ai dit, monsieur, ni l'un ni l'autre. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui paye mon salaire. Je suis pour la Côte d'Ivoire. Chaque fois que la France fera des choses qui sont dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ça ira. Et chaque fois qu'elle fera des choses qui sont contre l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ça n'ira pas. Quand j'ai fait la centrale d'Azito, en 1997, qui a été un record mondial, c'était une lutte entre Enron, Suez, Tractebel et Asea Brown Boveri, qui est suédois et suisse. C'était le plus gros contrat jamais donné en Côte d'Ivoire. Je l'ai donné à Asea Brown Boveri. J'ai eu toutes sortes d'ennuis pendant 3 mois. Le président Bédier m'a dit que je ne pouvais pas mettre le pied en France. Donc, je n'accepte pas de leçons là-dessus. Je me suis exprimé par écrit
sur mes sentiments vis-à-vis de la France. Je me suis exprimé par écrit sur le niveau de racisme intolérable en France. J'ai fait donc vous n'êtes pas l'homme de Macron dans le monde. Je suis pas l'homme de Macron. Macron, avant, c'est moi qui lui rendais service avec tout le respect que je lui dois. J'étais CEO, bien avant qu'il occupe des fonctions importantes. J'étais CEO en 2009, à 46 ans. J'étais CEO d'une des plus grosses sociétés de Grande-Bretagne. J'ai été président de l'association des assureurs britanniques. C'est la 3e industrie de Grande-Bretagne. J'ai été élu. Enfin, quand même. Alors, certains disent... donc la France, certains disent que votre bagarre... Je suis ni pro, ni anti-français. Okay, je suis pour la Côte d'Ivoire. Et les pays étrangers, l'extérieur du monde, on doit les utiliser. D'abord, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où aller. C'est Sénèque. Bon. Il faut savoir ce qu'on veut et ensuite utiliser le reste du monde pour atteindre ses objectifs. Ça n'a pas de sens d'être anti-français ou pro-français. Moi, je suis pro-Côte d'Ivoire. Alors, certains disent... Vous avez le même parcours quasiment, du moins professionnel, avec Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus qu'il n'est déjà fait? Est-ce que vous savez ce que c'est le Fortune 500? Non, vous allez nous l'expliquer. Les 500 premières sociétés du monde, par chiffre d'affaires. On n'entre pas dans ce club-là facilement. J'ai été 11 ans patron de Fortune 500. Vous voulez dire qu'il n'a pas votre parcours et que... On a des parcours différents, c'est tout. C'est un fonctionnaire international au FMI. Moi, je gérais des boîtes qui avaient 1300 milliards de dollars de total de bilan. En Indonésie, j'avais 220 000 employés. Mais qu'est-ce que vous allez faire qu'il ne peut faire, puisque lui aussi, il avait des relations, il a ramené des fonds dans le pays. Fonctionnaire ou entrepreneur, leader du secteur, c'est la même chose. Mais sur quelle planète vous vivez? C'est un fonctionnaire international. Arrêtez. Au FMI, on est payé 400 000, 500 000 dollars par an. Un CEO de fortune gagne 10 millions de dollars par an. Ça fait 20 fois. C'est pas la même chose. Donc vous pensez qu'il n'est plus à la hauteur? Je ne sais pas qui il est. Moi, je suis un homme du privé. Ce que je peux apporter, c'est de la création d'emplois. Je sais comment on investit, je sais comment on dirige une entreprise. Je suis un manager, je l'ai prouvé. C'est pas une question de l'argent. Moi, je connais Mike Bloomberg parce que Crédit Suisse est un des plus gros clients de Bloomberg dans le monde. Je connais... mais il a toujours dit qu'il avait aussi de grandes relations, des relations importantes. Le rôle qu'il joue dans l'économie mondiale. Ils viennent dans les pays de temps en temps et ils regardent les grands équilibres macroéconomiques. Ça n'a rien à voir avec être sur les marchés tous les jours et que ça a un impact sur votre compte d'exploitation. Alors si vous deviez dresser son bilan aujourd'hui, si vous deviez dresser son bilan... Je ne dis pas qu'il a un mauvais profil, je dis juste que de dire qu'on a le même profil, c'est de l'ignorance pure. Voilà. Mais est-ce que son bilan est mauvais? Être au FMI, ou être patron d'une Fortune 500, c'est la même chose, c'est de l'ignorance pure, ça n'a rien à voir. C'est comme jouer au football et jouer au hockey, c'est deux sports différents. Voilà, point à la ligne. Bon, son bilan, je l'ai dit, moi je ne me contredis pas. J'ai adopté un ton très conciliant, même quand on m'a envoyé 39 bus pour m'empêcher, alors qu'on avait un deal, non certains. 39 bus de police. J'ai dû aller le 16 au matin, parce que c'est un plan en 2 phases. C'est un commissaire qui me l'a dit. Le but, c'était de créer de la violence pour pouvoir m'arrêter. Bon, dire que j'avais suscité des violences. Quand ils sont venus à 2h du matin chasser nos gens qui étaient en train d'installer les micros, etc., on a dit du calme. À 7h du matin, j'ai fait un communiqué disant aux militants de grâce, soyez calmes, c'est de la provocation, ne réagissez pas. On m'a dit d'ailleurs que c'est un communiqué qui allait très haut dans l'administration américaine. On a dit, voici un comportement exemplaire d'un opposant africain qu'on aimerait voir dans plus d'emplois. Ensuite, quand ça a chauffé, comme ça n'a pas marché, ils sont allés occuper le siège du PDCI. Depuis 1946, jamais des forces de l'ordre n'ont occupé un siège du PDCI, même sous la coloniale, même à l'époque de la guerre froide, quand on était affilié au Parti communiste. Ils sont allés occuper le siège du PDCI à Cocody en pensant que ça allait mettre le feu aux poudres. C'est là que je suis allé, il y a les images sur Internet où j'ai dit aux gens, vous savez, dans la vie, on ne peut pas contrôler les événements, mais on contrôle toujours comment on réagit. Et là, on va montrer notre supériorité, c'est dans notre réaction. On va montrer qu'on est une partie de la paix. On va être civilisé, on ne va pas répondre à la provocation. Pour vous, on est dans un régime de violence en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Les images ont été diffusées du pauvre Kwaku Djabia qui a été jeté dans un véhicule de force. C'est à la fondation Konrad Adenauer, qui est une fondation pour la paix, créée par M. Adenauer après le drame de la Seconde Guerre mondiale, qui est financée par l'État allemand, qui nous aide dans les formations pour les élections, etc. Le petit était là, il parlait avec un vigile, un véhicule noir qui traînait là depuis 16h35 est arrivé. Vous avez vu les images? Des gens en tenue civile, en hoodie, etc., qui sont armés, ils s'approchent. J'ai le témoignage du vigile, on a flouté son visage parce qu'il paraît que les gens le cherchent, et où ils ont dit, si tu parles en tabac, il a essayé de s'interposer. Et vous avez vu, ils ont embarqué ça, c'est un kidnapping. C'est un kidnapping, en plein jour à Cocody, à Abidjan. On a un peu de mal à croire en tout ça lorsque l'on sait les circonstances dans lesquelles le président Alassane Ouattara est arrivé aux affaires, il a subi les mêmes pressions. On ne sait pas où ce jeune homme est. Jusqu'à ce jour? Nous ne savons pas, nous le PDCI, on le cherche. Nos avocats ont donné une conférence avant-hier, on a utilisé ce film avec la presse internationale, en disant voilà la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on s'est rapproché des autorités pour poser la question? Bien sûr, bien sûr. La Fondation Adenauer, qui est quand même importante, a écrit au ministre de l'Intérieur, a écrit au ministre des Affaires étrangères, a écrit à l'ambassadeur d'Allemagne, a écrit à l'ambassadeur de l'Union européenne, a écrit à l'ambassadeur de France. Donc le silence de tous ces gens-là,
face à des enlèvements extrajudiciaires. On a enfin les images. Le petit Ousmane Chérif, ils sont allés attaquer sa maison la nuit, encagoulé. J'ai dû l'extraire, il est au Ghana aujourd'hui, protégé par mes amis. On avait des fuites, les menaces sont constantes. Mon frère Aziz a été arrêté à sa sortie avec toute l'informatique qu'on a. Après, on lui dit, il y a erreur sur la personne. Aziz Thiam, ancien ministre des Transports, arrêté. Mais Tidjane Thiam, vous êtes censé être candidat, en tout cas c'était l'ambition. Avec tout ça, qu'est-ce qui vous reste comme chance? Qu'est-ce qui vous fait encore aujourd'hui croire que vous pouvez retourner en Côte d'Ivoire et participer à cette élection présidentielle d'octobre prochain? Est-ce qu'il y a une chance, une toute petite chance, une fenêtre? Je n'abandonnerai jamais ce combat. Ceux qui me donnent du courage, ce sont tous les Ivoiriens. Vous avez vu même votre collaboratrice qui m'a vu tout à l'heure. Vraiment, cette popularité que j'ai, je ne peux pas l'expliquer. Quelquefois, il y a une relation entre un homme et son peuple qui n'est pas explicable. Les Ivoiriens m'ont donné tellement d'amour. Mettons que les Ivoiriens vous aient donné cet amour. Non, je ne sais pas quoi, mais c'est ça qui me fait continuer. Mais parce en même temps, vous ne pouvez pas, en moi. En même temps, vous ne pouvez pas mener campagne à partir de Paris en n'étant pas candidat. J'ai eu 132 000 parrainages, M. Foucault. Ça fait 3 mois que je ne suis pas retourné dans mon pays. Okay, et on a dit que je ne peux pas me présenter à l'élection présidentielle. J'ai 132 000 parrainages, c'est pas rien. Le RHDP a gagné l'élection. Oui, mais mener campagne de Paris, ça va être compliqué. Est-ce que vous ne misez pas un peu? Je parle aux gens tous les jours. Vous avez vu un député qui est avec moi ici, les gens vont et viennent. Les gens sont déterminés, ils veulent une alternance en Côte d'Ivoire. Et à la fin, Vox Populi, Vox Dei. La volonté. Est-ce que vous croyez en la possibilité que cette révision des listes électorales puisse permettre que vous soyez candidat? Tout est possible, c'est une option. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que la volonté du peuple puisse s'exprimer. Dans la vie, moi je ne peux pas dire que je serai élu nécessairement, mais ce qu'on veut, c'est que les Ivoiriens aient le choix. Clairement, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui souhaitent pouvoir voter pour moi. Okay? On m'a éliminé. Parce que mon cas est différent. Moi, j'étais sur la liste électorale.